Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Aujourd'hui au sommaire, retour sur les résultats du Brexit. Les Anglais ont décidé de quitter le navire européen. Témoignages et réactions en Bretagne. Le PDG de DCNS était à Brest ce vendredi pour inaugurer les nouveaux locaux de l'entreprise à Guipava. Nous l'avons rencontré. Et puis une tour de 16 mètres de haut en carton à Landerneau. Des élèves et un designer préparent des constructions monumentales. Avec nos invités, nous irons nous mettre les pieds dans l'eau, au sens figuré, bien sûr. Fanny Kirtz, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez l'association Cap vers la nature. Et en face de vous, Guillaume Gentil, bonjour. Bonjour. Du projet Explore. Alors, ce week-end, à Concarneau, plusieurs associations s'allient pour faire connaître le monde marin. On voit ça dans un instant avec vous deux. Et puis, à la fin de cette édition, vous avez rendez-vous avec Steven Leroy et sa brève de trottoir. Mais tout de suite, c'est le point sur ce qui a fait l'actualité ce vendredi 24 juin en Finistère et en région. Et on ouvre cette édition avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les résultats de ce référendum ont été dévoilés. 52% des habitants se sont exprimés en faveur du Leave, la sortie, un vote qui a bien évidemment fait réagir en Bretagne. Alors quelle analyse doit-on faire de ce référendum? Alain Félix, rédacteur en chef adjoint du Télégramme, nous livre ses explications. Tous les Européens aujourd'hui ont incontestablement la gueule de bois et la bière anglaise n'y est pas pour grand-chose, il faut bien le dire. Pourquoi ? Tout simplement, c'est la première fois qu'un pays sort de l'Union européenne. Et quel pays ? La Grande-Bretagne, une puissance mondiale. Alors quelles sont les raisons ? Eh bien, on explique que l'Europe est loin des Européens. Il n'empêche, la question quand même de l'immigration a forcément énormément pesé dans ce débat sur l'Europe en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne est un pays ouvert par nature et notamment depuis une dizaine d'années. Alors il reste à savoir maintenant quelles seront les conséquences. Elles vont être économiques, ça c'est incontestable. Il est difficile, cela dit aujourd'hui, de les mesurer précisément. Bien sûr il y a les bourses, bien sûr il y a l'état de la livre, mais les conséquences économiques seront à voir sur du plus long terme. Il y aura aussi, et ça c'est incontestable, des conséquences politiques au sein de l'Union européenne, bien sûr, mais également dans chacun de nos pays membres. On le voit bien tout de suite avec les prises de position des populistes, ou voire même des extrémistes dans certains pays, comme les Pays-Bas ou la France, aujourd'hui, avec les propos de Marine Le Pen. Alors reste à savoir si l'Europe a une capacité à rebondir. C'est tout l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, également des prochaines années. On peut espérer que du mal sorte un bien, c'est-à-dire une Europe plus proche des gens, puisqu'on en a bien vu encore une fois que c'était véritablement le fond du problème de cette Europe. Reste à savoir si l'Europe est prête à se reprendre en main, avec quel timonier à la barre. On parle du couple franco-allemand, on verra dès lundi vraisemblablement si Berlin et Paris sont en capacité de faire ressortir une nouvelle Europe après ce Brexit. Alors, quelle réaction également au sein de la population? Les Britanniques sont nombreux à s'être installés en France. En Bretagne, ils sont plus de 13 000. Camille Pochet est allée à Huelgoat, où près de 10% de la population vient d'Angleterre. Ce vendredi, c'est la surprise parmi les habitués du pub de la commune. Reportage. Que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe, à Huelgoat, on ne s'y attendait pas. Surpris et très déçu. Ça s'est joué à peu de voix. On a voté hier, avant de venir ici. J'ai voté pour le maintien dans l'Europe. Je suis déçu et je suis étonné en même temps. Je pense que ce sera une bonne idée. Un très grand regret, oui, que ça se passe comme ça. Concernant les conséquences du Brexit, les avis aussi sont partagés. J'ai un passeport, alors c'est pas grave. Ça va pas trop changer grand chose, je pense, parce qu'on va toujours faire, la commerce entre les pays, quoi. J'ai une clientèle britannique qui habite là toute l'année et je pense que moi et mes collègues commerçants vont tous subir un petit peu parce qu'on ne sait pas si le livre va monter ou descendre. Donc il y aura quand même des conséquences quelconques. Pour les voyageurs, il faudra peut-être des visas. Ça va avoir des conséquences aussi sur la facilité d'aller de France en Grande-Bretagne ou d'Europe en Grande-Bretagne. Ma femme, par exemple, est grecque et donc a un passeport européen. Ça va changer les choses pour entrer en Angleterre. Et de même, pour les Anglais, ça va peut-être rendre plus difficile la circulation au niveau européen, quoi.
Pour certains, le Brexit, c'est même le vote de trop. Je pense qu'il est temps de venir vivre en France. On préférerait venir en France que repartir en Grande-Bretagne désormais. Alors quelles seront les conséquences d'une telle décision pour l'économie française ou bretonne? Ce vendredi, en tout cas, les cours de la bourse se sont affolés. Le directeur général du groupe Crédit Mutuel de Bretagne réagit au micro de Christophe Boucher. Dans ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on voit sur les marchés, ce décrochage compris entre moins 7 et moins 10% du CAC 40 par exemple aujourd'hui, ça n'est ni plus ni moins qu'une réaction, encore une fois myope, je le dis comme je le pense, des marchés qui n'aiment pas l'incertitude. La sortie de la Grande-Bretagne, quand on y réfléchit 2 secondes, ça pose plein de questions auxquelles personne n'a de réponse aujourd'hui. Et les marchés, ce qu'ils détestent, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Et quand ils ne savent pas ce qui va se passer, les gens vendent. Et quand ils vendent, ça fait baisser le marché. Mais ça n'a rien à voir, c'est conjoncturel. Si on regarde d'ailleurs ce qui s'est passé entre ce vendredi matin et le début d'après-midi, on voit que tout doucement, même si ce sont des fortes baisses, les esprits un peu se reprennent. Donc il faut laisser passer un peu de temps. Encore une fois, je pense que les marchés actions reprendront leur raison, reviendront à des niveaux corrects de valorisation et qu'il y aura du potentiel de hausse même derrière. Je crois que pour l'économie, il faut laisser le temps aux politiques notamment de reprendre la main et de renégocier ce qui doit l'être si la Grande-Bretagne doit effectivement sortir. Moi, je suis plutôt de ceux qui se disent qu'à froid, effectivement, d'ici quelques semaines, quelques mois, et y compris si effectivement la Grande-Bretagne sort, on s'est peut-être amené à renforcer les liens entre les autres acteurs de l'Europe et à renforcer quelque part cette démocratie européenne dont on a besoin, cette stratégie européenne, y compris économique, dont on a tous besoin pour qu'elle prospère. Toujours dans le domaine de l'économie, ce vendredi, Hervé Guilloux, le PDG de DCNS, a inauguré les nouveaux bureaux de la société à Guipava. L'entreprise n'a plus de lien avec les Britanniques depuis la fin du programme Horizon qui rassemblait la France, l'Italie et l'Angleterre. En 1997, les Anglais se sont retirés de ce projet. Alors, l'impact du Brexit sur DCNS n'inquiète pas outre mesure son PDG. On l'écoute au micro d'Anaïs Plateau. Pour nous, en première approche, il est totalement nul. Le dernier événement du Brexit pour la construction navale, ça a été le départ des Anglais du programme Horizon en 1997. Et depuis 1997, on ne les a pas revus. En fait, les Anglais ont une stratégie où ils ont, de par leur intégration verticale avec British Aerospace, de facto renoncé à exporter. Donc on les voit pratiquement plus sur le marché. Et pour le cœur de leur dissuasion, ils sont extrêmement dépendants des Américains. Donc ils ont un lien avec les Américains qui fait que, dans notre domaine en tout cas, leur capacité à s'intégrer dans un projet européen a toujours été extrêmement faible. Alors pour rappel, 2800 salariés travaillent dans la cité du Ponant pour DCNS. Ils seront près de 400 dans le nouveau bâtiment inauguré ce vendredi à Guipava. Hervé Guilloux, le PDG, a réaffirmé l'importance du site finistérien pour la stratégie du groupe, notamment dans le domaine des énergies marines renouvelables. On l'écoute à nouveau au micro d'Anaïs Plateau. Apporter des relais de croissance à nos activités industrielles sur nos sites historiques, dont Brest, dont Lorient, dont Cherbourg, pour pouvoir arriver à développer notre système économique et rester compétitif. Il faut aussi comprendre qu'à l'export, aujourd'hui, une bonne partie de la production se délocalise. Et donc, il faut trouver effectivement les moyens d'un nouveau départ dans nos sites industriels historiques. L'ambition à 10 ans, on l'a dit, c'est d'essayer d'avoir une part de chiffre d'affaires qui représente entre 500 millions et 1 milliard à 10 ans, avec une combinaison donc des 3 énergies qu'on a sélectionnées. C'est l'énergie thermique des mers, les hydroliennes et une contribution au grand donneur d'ordre des éoliennes en mer. En ce qui concerne le contrat de plus de 34 milliards d'euros remporté pour la construction de 12 sous-marins pour l'Australie, DCNS n'a pas été en mesure de nous indiquer quel serait l'impact pour le site de Brest. En bref, une des 3 loutres de mer accueillies la semaine dernière par Océanopolis est morte mardi soir. Il s'agit de Kezouk. Les loutres étaient arrivées le 15 juin à Brest. Ses 2 autres compagnons, Atka et Poukik, se portent bien. Ils sont visibles dans le bassin de présentation au public. Agriculture à présent, avec ce projet porté par 12 agriculteurs, ils ont ouvert ensemble une unité de méthanisation du côté de Plourin-Ploudalmézeau. Objectif, transformer les effluents en gaz et en chaleur par fermentation, et cela est rentable. Si l'unité de Plourin-Ploudalmézeau fonctionne déjà depuis 2 ans, elle était inaugurée ce vendredi. Camille Pochet. Créer de la chaleur et de l'électricité à partir de déjections animales, c'est possible.
La technique, c'est la méthanisation. C'est une fosse qui sert à la fermentation de matières liquides et solides et par fermentation anaérobie produit du biogaz. À l'entrée, du fumier, des biodéchets comme des plants de tomates. Le tout fermente sans oxygène et à la sortie, on obtient de la chaleur et du gaz méthane qui sera transformé en électricité. À Plourin, cette unité de méthanisation mise en place par 12 agriculteurs fonctionne déjà depuis 2 ans. Elle est couplée à 2 stations biologiques qui, elles, traitent le lisier des porcs. Il y en a une sur ce site-ci, une autre sur un autre site situé à 10 km. Plus la méthanisation, on arrive à un total d'investissement de 6 700 000 €. Les collectivités publiques subventionnent l'investissement à hauteur de 780 000 €. Le chiffre d'affaires annuel, donc, il est environ de 1 million d'euros de recettes en fait, qui sont principalement de la revente d'électricité pour 800 000 €. Les 12 agriculteurs, eux, gagnent sur le coût de traitement du lisier de leur porc. Ils ne payent que 4 € par mètre cube au lieu des 8 à 10 € habituels. Si l'électricité produite est revendue en intégralité, la chaleur, elle, sert à chauffer les cochons de Henri Tallarmin. Les tuyaux traversent le champ qui sépare l'unité de méthanisation de sa ferme pour arriver directement dans sa porcherie. Nos excédents de lisier vont à la station de méthanisation et nous récupérons de cette unité de cogénération de la chaleur pour chauffer nos animaux. Voilà. L'agriculteur a réduit sa facture de chauffage. Environ 50% du coût énergétique. Dans le Finistère, il existe une vingtaine d'unités de méthanisation. Et si vous aussi, vous voulez comprendre comment la méthanisation fonctionne, n'hésitez pas à aller jeter un œil ce samedi à cette unité dans le cadre de l'opération Tous à la ferme. L'exploitation de Henri Tallarmin comme l'unité de méthanisation du Ménézavel ouvrent leurs portes. On prend un skate à présent et on va glisser ce samedi. L'Arena Indoor Show à Brest propose de découvrir les sports dits urbains. Ce vendredi, près de 200 écoliers et collégiens sont venus s'initier à ces disciplines. Océane Laz et Sarah Dutot se sont mis au skate pour nous. En Bretagne, il n'y a pas que des sports aquatiques, il y a aussi les sports urbains. Preuve en est ces rampes installées à l'extérieur de l'Arena à Brest. Ce vendredi, 4 écoles brestoises sont venues s'essayer à cette glisse sur bitume. L'occasion pour ces jeunes de découvrir le skate, le roller, la trottinette ou encore le BMX. On a appris à avancer sur le skate, à s'arrêter et puis c'est tout pour l'instant. J'aime bien la vitesse, les sauts. Ouais, c'est rigolo, mais bon, après ça reste un peu dur pour des débutants comme nous. Ils étaient près de 200 à enchaîner les figures. Des clubs sportifs locaux sont venus faire découvrir ces disciplines, comme ces adeptes du BMX de Loudéac. Pour ces pros, l'initiation des plus jeunes est très importante. C'est un sport tout jeune, il a une vingtaine d'années, donc en général, monter des bosses, ça plaît aux gamins. Donc on essaie de faire des tournées dans les écoles, des mairies, des villes. Là, on a en général une dizaine d'enfants qui s'inscrivent après nos animations. Et pendant cette journée, les débutants ont aussi pu apercevoir des riders professionnels qui s'entraînent pour la compétition et les démonstrations de samedi. Les derniers préparatifs sont mis en place pour les accueillir. Ils seront une quinzaine de professionnels à participer à la compétition, aux côtés de riders locaux. C'est un open, donc on élargit le champ de riding pour ouvrir au plus grand nombre l'accès au parc, donc sous forme d'open avec les riders professionnels. Et puis la soirée, elle s'articulera autour des finales, donc pour avoir vraiment les meilleurs et le plus beau spectacle, des finales et des démonstrations qui entrecouperont les finales. Ce samedi, les visiteurs pourront à leur tour s'essayer aux sports urbains, l'occasion de passer un bon moment ou peut-être de commencer une carrière dans le BMX. C'est un projet monumental. Olivier Grossetête, designer, a décidé d'élever des édifices en carton dans le Finistère. Pour cela, il s'est entouré d'enfants des communes de Landerneau, La Roche-Maurice et l'hôpital Canfroute. Les réalisations sont exposées ce samedi avant d'être détruites ce dimanche. Frédéric Lorenzon vous emmène dans les coulisses de ce chantier en carton.
Journée ruban adhésif et carton pour les élèves du collège des Deux-Rives ce mardi à Landerneau. Ces collégiens sont en train de réaliser une œuvre monumentale. Samedi, 800 briques de carton formeront un pont au-dessus de l'Élorn. C'est un projet qui est dirigé par Olivier Grossetête et c'est un projet qui consiste à créer un pont qui va être accroché à des kayaks et qui va flotter sur l'Élorn. Depuis plus de 10 ans, Olivier Grossetête, plasticien, réalise des œuvres monumentales en France mais aussi dans d'autres pays européens. L'enjeu de ce travail est construire un monument éphémère grâce à des milliers de petites mains anonymes. Il n'y a pas vraiment de raison à pourquoi on fait ça. On le fait parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est une poésie et qu'ensemble on peut réaliser une image de rêve. Ensemble on peut créer une image de carton, de papier. Participer à une œuvre d'art collective, un bon support pédagogique pour cette enseignante. Au programme de 5e français, histoire, géographie, technologie, mathématiques et ainsi de suite, il y a beaucoup le Moyen-Âge et le travail de chantier. Donc je voulais qu'ils découvrent ce que c'est qu'un chantier, ce que c'est qu'un ouvrier, qu'ils aient quelque chose à faire sans réfléchir et qu'ils travaillent tous ensemble. Faire travailler les élèves de différentes classes ensemble, c'est aussi ce qui a séduit cette enseignante et ça marche auprès des élèves. Ça permet de découvrir aussi les autres classes parce que souvent on reste entre classes, donc c'est bien de voir les autres gens. Dans le pays de Landerneau, actuellement, 3 œuvres sont réalisées grâce à des briques de carton, une tour de 16 mètres à la Roche-Maurice, un phare à l'hôpital Canfroute. Toute la population est invitée à participer à la création. Tout le monde peut participer. Les constructions ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas des constructeurs. Donc il y a des petits constructeurs, des grands constructeurs pour préparer. Et puis les jours de montage, il y a une obligation d'avoir du monde parce que ça ne peut pas exister s'il n'y a pas du monde. Samedi, les œuvres monumentales prendront place à proximité des monuments historiques. S'ensuivra la destruction de ces constructions éphémères. On part à la pêche au plancton à présent. Durant tout le week-end à Concarneau, vous pourrez découvrir ces organismes vivants marins. Et on en parle tout de suite, c'est l'instant invité. Alors, Fanny Kirtz, vous faites partie de l'association Cap vers la nature et Guillaume Gentil, vous faites partie du réseau Explore. Donc ce week-end à Concarneau, un événement spécial autour de la mer qui s'appelle Les Pieds dans l'eau. Et parmi les événements, du ramassage de plancton avec le projet Objectif Plancton initié en 2015 par Océanopolis. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Guillaume. Donc l'objectif plancton, c'est la rencontre des plaisanciers et des scientifiques. Les plaisanciers partent en mer, on attend une dizaine de bateaux samedi, partent en mer prélever des échantillons de plancton pour pouvoir ensuite permettre aux scientifiques de les étudier, ce qui va leur donner un système global, une vue globale de l'écosystème côtier concarnois. Ce qui veut dire qu'on met à contribution les plaisanciers et ce ne sont pas des scientifiques. On peut donc prélever du plancton comme ça très facilement ? Oui, le protocole a été fait pour être accessible au plus grand nombre, donc avec une fiche assez technique. Et nous, Cap vers la nature, en plus de ça, on propose de rendre accessible le plancton au plus grand nombre avec une observation microscope et une plongée directement dedans. Combien de personnes ont pris part à ce projet, de plaisanciers vont participer ? Donc on a 7 bateaux pour l'instant inscrits, donc une quarantaine de personnes, et avec en plus Ifremer, le muséum d'histoire naturelle et le fonds de dotation Explore qui organisent en corrélation avec Océanopolis Objectif Plancton, on arrive à 50 personnes pour cette opération. Ce qui veut dire que c'est pas la première fois qu'il y a cet Objectif Plancton. C'est la 6e édition qui se déroule à Concarneau, donc c'est quand même une opération qui commence à s'installer et on a en moyenne 7 à 8 bateaux. C'est un projet qui se déroule sur tout le littoral breton ou là c'est spécifique à Concarneau, à chaque fois ça s'est fait à Concarneau? Alors l'objectif plancton c'est sur tout le littoral breton, c'est sur les villes de Brest, Concarneau et Lorient et nous nous occupons spécialement avec le fonds de dotation Explore, Ifremer et le muséum d'histoire naturelle de Concarneau de la baie de Concarneau. Ce qui veut dire que sur un même moment, ce week-end, les plaisanciers vont aller au même temps prélever du plancton à différents endroits, c'est ça? Il y a 8 prélèvements dans la baie de Concarneau, donc au même instant, c'est-à-dire à 14h, les plaisanciers prélèveront des échantillons de plancton pour donner une vue d'ensemble. Alors, avant de savoir ce que découvrent les scientifiques, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, Fanny, ce qu'est le plancton?
Alors du coup, le plancton, c'est assez large. C'est tous les organismes marins qui sont portés par les courants. Donc on pense souvent au microscopique, mais ça va de microscopique à la méduse, qui se laisse porter par les courants. Ah, la méduse, c'est un plancton. C'est un plancton. On considère ça comme un plancton. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on recherche sur ce plancton? Qu'est-ce qu'il nous apprend finalement? L'enjeu du plancton, c'est souvent un peu sous-estimé, mais c'est déjà la base au niveau des chaînes alimentaires marines. Tout ce qui est fruits de mer, poissons se nourrissent de ce plancton, donc c'est une base vitale. Deuxième chose aussi, c'est le deuxième poumon de la planète. On pense à la forêt, mais toutes les microalgues existantes sur l'étendue des océans ont une importance capitale pour la suite. Alors vous le disiez, c'est la 6e édition, ce qui veut dire que maintenant les scientifiques commencent à avoir un peu de recul par rapport au plancton qu'ils ont ramassé, qu'ils ont pêché, je ne sais pas comment on dit. Qu'est-ce qu'on a appris de ce plancton? Ils commencent à avoir des données au niveau de l'évolution des larves. Et en septembre 2015, ils ont une surprise, c'est qu'il y a une microalgue, la Ceratocoris horrida. Très bien, je crois que vous l'avez bien dit. J'espère l'avoir bien dit. Et qui a été découvert. C'est une microalgue qu'on ne trouve jamais dans l'océan Atlantique. C'est plus dans les mers du Sud. Elle préfère les mers chaudes. Donc avec un seul prélèvement, on ne peut pas partir sur des conclusions, mais ça pourrait peut-être indiquer un réchauffement climatique d'après les scientifiques. D'accord, donc à long terme, il va y en avoir d'autres, on imagine, ces objectifs plancton, l'opération va continuer de se répéter. C'est une opération qui a pour but de devenir pérenne pour connaître l'écosystème marin et côtier. Alors à côté d'Objectif Plancton, où donc les gens vont pouvoir venir découvrir ce qu'est le plancton, d'autres événements sont prévus à Concarneau ce week-end. Il y a aussi des nettoyages de plage avec l'association Ansel, c'est ça? Ansel, c'est pour toujours sensibiliser, on imagine, à la protection de l'environnement. C'est toujours dans cette optique de sensibilisation au niveau du grand public. C'est un week-end sur la thématique océanographique au sens large. C'est-à-dire que là, avec l'association Ansel, on propose au grand public de découvrir tous les secrets du plastique qui s'échouent sur nos plages. D'accord. Vous, Fanny, vous nous expliquez que vous montriez aux gens ce qu'est le plancton. Les gens sont réceptifs, le public aime bien découvrir ce qu'il y a dans la mer. C'est surprenant en fait le plancton, parce que souvent l'image qu'on en a, on en discutait, c'est microscopique, ce qui est mangé par les baleines, et au final il y a une diversité, comme on peut voir sur le panneau derrière. Oui, le panneau. On plonge dans la goutte d'eau, et donc les enfants, les personnes ont souvent un regard émerveillé, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, et ça donne une perception de la mer et de l'eau qui est complètement différente. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de cet événement, et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.explore-jourdain.com si vous voulez aller découvrir le plancton, mais aussi tout ce qui se cache dans les fonds marins. Merci beaucoup. Merci. On passe tout de suite à la brève de trottoir. Hello, oui de gaz, nickel cramarouette. Et ouais, aujourd'hui je parle un peu rosbef parce que bon, déjà je sais pas si t'as vu, mais ça y est, les Britons ils se sont barrés, et ça c'est acté. Et surtout parce que ça on verra après, dimanche il y a le match de foot contre les Irlandais. Et à la maison je t'explique même pas le délire que c'est, l'euro, tout le merdier. T'as la bourgeoise qui est en vrac complet, t'as Tissim qui a chopé le maillot des Bleus, payé un 14e de SMIC par la bourgeoise en solde. Après quand tu sais que l'ouvrier qui a fait ça à la base il a pris 50 centimes d'euros, je veux dire... on n'est pas inquiet quand même pour la City, quoi. C'est pas... Bon, bref, ils sont partis, mais la City, elle reste quand même, parce que entre 40 centimes d'euros et 85 balles, si tu veux, il y a une marge. Je sais pas si t'appliquais ça partout. Bon, bref, je te fais pas un dessin, t'as tout compris. Et les Irlandais, quoi. Les Irlandais, alors bon, à la maison, tout le monde sait un peu, allez, les Bleus, de ça, allons aux enfants de la patrie, tout le merdier. Mais quand même, quand c'est les Irlandais, moi, j'ai une retenue, quoi. C'est-à-dire, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre pour être vraiment à fond, voilà. Déjà, les mecs, ils sont méga sympas. Hein. Je sais pas si t'as vu, quand il y a les Russes qui mettent des coups de boule à tout ce qui passe, eux, ils chantent des merdiers, tout ça, pour les jolies gonzesses, tout le truc. 2, je te fais un dessin ou quoi? Là-bas, c'est quand même le seul pays du monde où t'as pas 3 crétins qui insultent un rouquin parce qu'il est un rouquin, quoi. C'est-à-dire que t'es dans la République of the rouquin. T'as le gingerhead. Et si les mecs commencent à faire chier le roukmash, ils prennent un taquet direct dans leur gueule. Bloody Sunday, mais à l'envers. Et le gars, pas sûr qu'il s'en sorte vraiment intact, quoi. Parce que l'Irlandais, il est sympathique, mais il faut pas le chercher sur la couleur de ses cheveux. Et troisième truc, c'est comme moi, je suis bressois. Je sais pas si t'as grandi fin 80s, début 90s, il y avait des pubs irlandais partout, tenus par des mecs super, quoi. Chris, Joe, Dan, ça.
On allait boire des coups là-dedans. On passait de la Jupiler qui avait pas de bulle à la pinte de Guinness qui en avait. Et je te garantis que la pinte de Guinness, les mecs ils disaient que ça valait les valeurs protéiniques d'un steak. Bah, nous on mangeait la vache. Bon, à l'aise encore avec ça. Bon, je dis pas après l'état, quand tu rentres à la maison, t'es mieux avec une côte de bœuf, mais bon. Et tout ça, bah, ça veut dire que quand même les mecs qui sont restés aux portes, et que j'aime bien encore aller là-bas parce que c'est quand même des mecs vachement sympas, quoi. C'est pas... On est bien là-dedans, quoi. T'as l'impression qu'il va pas se passer grand-chose et qu'au moins tu pourras déconner avec des mecs tranquillou bilou, quoi, à l'aise blaise. Donc bah dimanche, bon, on va pas laisser le résultat se faire, mais moi j'ai une retenue. J'ai une retenue, je te l'avoue. Et by the way, we are not at Buckingham Palace. Et à noter, ce samedi à 20h45 sur TBO, vous allez retrouver un personnage culte, George Killy Wallace. Shanig vous présente son spectacle. Shanig est toujours là, enregistré à Saint-Paul-de-Léon en avril. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, même heure. Très bon week-end.